Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. En Libye, le Parlement approuve le gouvernement de transition. Le vote de confiance a recueilli une large adhésion des députés. Le Premier ministre n'a pas caché sa joie. En Zambie, une loi régissant les abus sur Internet vient d'être adoptée par le Parlement. L'opposition manifeste déjà ses inquiétudes. Elle craint des manœuvres du gouvernement pour censurer l'usage d'Internet. Et puis en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo accuse les responsables militaires de négligence. Ils n'auraient pas dû stocker des explosifs si près des quartiers d'habitation, a-t-il martelé. Et voilà le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Libye, le gouvernement de transition a obtenu ce mercredi la confiance du Parlement. Un vote salué comme historique pour un cabinet né d'un processus parrainé par l'Organisation des Nations Unies et dont l'objectif est de mener le pays jusqu'à l'organisation des élections générales en décembre prochain. Les détails. Après 2 jours d'intenses débats, le Parlement élu a approuvé l'équipe d'Abdelhamid Deba par 121 voix sur les 132 députés présents, selon des images retransmises en direct à la télévision. Je vous remercie pour votre confiance, a réagi ce milliardaire de 61 ans, désigné Premier ministre le 5 février. Selon la presse locale, le nouveau gouvernement prêtera serment lundi à Benghazi, à l'est, deuxième ville de Libye et berceau de la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Les députés étaient réunis depuis lundi dans la ville de Sirte, à mi-chemin entre les régions rivales de l'Est et de l'Ouest. Ils ont longuement débattu de la composition du gouvernement de Deiba, de la répartition géographique des postes et de sa feuille de route. L'ONU avait lundi une session historique et une étape cruciale pour l'unification du pays, alors que le Parlement élu, profondément divisé, s'était très rarement réuni ces dernières années. Ce sera le gouvernement de tous les Libyens, a promis mercredi le Premier ministre, visiblement ému dans un bref discours après le vote. La Libye est une et unie, a-t-il clamé. Le Premier ministre a présenté un gouvernement représentatif de tous les Libyens, composé de 2 vice-premiers ministres, 26 ministres et 6 ministres d'État. Deiba devra désormais unifier les institutions libyennes et mener la transition jusqu'aux élections du 24 décembre, selon le processus politique lancé sous l'égide de l'ONU. Le Parlement zambien a adopté un projet de loi réprimant les abus sur Internet comme le harcèlement en ligne. L'opposition craint que le pouvoir ne s'en serve pour censurer Internet lors des élections prévues pour le mois d'août prochain. Le ministre zambien de l'Intérieur, Stephen Kampiongo, a défendu la nécessité de la nouvelle législation contre les abus sur Internet en expliquant que le harcèlement en ligne était en hausse dans le pays et visait les adultes comme les enfants. Le projet de loi s'est néanmoins heurté à l'hostilité de députés de l'opposition qui craignent une coupure d'Internet avant les élections, même si Internet n'est pas encore accessible sur tout le territoire, notamment dans les zones rurales. Le parti d'opposition United Party for National Development, UNPD, a affirmé que cette loi permettrait aux autorités d'écouter des conversations privées. Des organisations de la société civile et une association de blogueurs ont aussi déploré l'adoption de ce projet de loi jugé draconien. La Zambie, pays d'Afrique australe, qui jouit d'une relative stabilité depuis sa première élection multipartite en 1991, est appelée aux urnes le 12 août. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir, le RHDP, est arrivé en tête à l'issue des dernières élections législatives. Il a obtenu la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Selon les résultats publiés par la Commission électorale indépendante CEI, le parti au pouvoir a obtenu 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale contre 91 au parti d'opposition. Parmi les partis d'opposition, la coalition entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges. Le PDCI seul 23
et les pro-Gbagbo, seuls 8, soit au total 81. Les autres partis d'opposition se partagent 10 sièges, les indépendants en obtenant 26. Un siège n'a pas été pourvu du fait du décès d'une candidate suppléante, l'Assemblée comptant au total 255 députés. L'élection dans cette circonscription de Tortilla au Nord aura lieu dans un délai d'1 mois, selon la CEI. Avec ses 137 sièges, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au pouvoir perd la majorité qualifiée des 2 tiers qu'il possédait depuis les dernières législatives en décembre 2016, avec ses 167 élus, plus ceux de ses alliés. Le taux de participation de ces législatives à un tour s'élève à 37,88% selon la CEI, soit un taux équivalent aux législatives de 2016. Ces élections, qui se sont déroulées sans violence, contrairement à de récents scrutins, dont la présidentielle d'octobre 2020, 87 morts et 500 blessés, réunissaient pour la première fois depuis 10 ans l'ensemble des principaux acteurs politiques. Il a marqué le retour du Front populaire ivoirien FPI de Laurent Gbagbo, pièce maîtresse de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, qui avait fait alliance avec le PDCI dans une majorité des 204 circonscriptions. Le fils aîné de Laurent Gbagbo, Michel, a été élu dans la circonscription de la commune de Yopougon à Abidjan, la plus grande de tout le pays et ancien fief de l'ex-président, que la coalition PDCI-EDS a réussi à reprendre au RHDP. Au Sénégal, le collectif de contestation, mouvement de défense de la démocratie, appelle à une journée de deuil national. Ce sera le 12 mars prochain, en hommage aux différentes victimes et troubles, appelant donc aussi les citoyens à s'habiller en blanc et de mettre aussi des foulards blancs sur les devantures des maisons en leur mémoire. Le mouvement de défense de la démocratie, créé après l'arrestation de Sonko et comprenant son parti, des partis d'opposition et des organisations contestataires a suspendu mardi matin l'appel à manifester le jour même et mercredi. L'entendu, les appels en ce sens, a-t-il dit plus tard, à commencer par ceux du chef religieux à l'influence considérable. Mais il a affirmé dans un communiqué, lu à la presse, sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique. Il a appelé les Sénégalais à manifester samedi à Dakar et dans le pays de manière pacifique pour la libération des prisonniers qu'il dit politiques et qui sont plus d'une centaine dans le pays selon Sonko. Le M2D a aussi appelé à une journée de deuil national la veille, vendredi, en hommage aux personnes tuées dans les troubles et invité les Sénégalais à s'habiller en blanc et à accrocher des tissus blancs à la façade de leur maison ou à leur voiture. Le mouvement pour la défense de la démocratie M2D s'incline pieusement devant la mémoire des jeunes martyrs de la démocratie, tombés sous les balles du régime de Macky Sall. Des analystes mettent en garde contre le délai lointain d'ici à la présidentielle de 2024 et estiment que la contestation actuelle ne permet pas seule de mesurer l'ampleur du soutien à Ousmane Sonko. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Mbasogo a accusé à nouveau les responsables militaires de négligence, voire de malveillance. Ceci pour avoir donc stocké, selon lui, des explosifs à l'origine des déflagrations meurtrières et si près des quartiers d'habitation dimanche dernier après midi à Bata, la capitale économique du pays. Les 4 explosions accidentelles qui ont ravagé dimanche dernier un camp militaire et des quartiers alentours à Bata en Guinée équatoriale ont fait 105 morts et 615 blessés selon la télévision d'État. Suite à ce drame, le président Obiang avait annoncé une enquête pour déterminer les responsabilités, révélant que le sinistre avait pour origine un feu d'éco-bouage mal maîtrisé d'un fermier à proximité, des stocks d'explosifs et de munitions du camp de Nkoan Thomas. Il a à nouveau accusé les responsables militaires de négligence, voire de malveillance, pour avoir stocké les explosifs à l'origine des déflagrations meurtrières, si près du quartier d'habitation à Bata, la capitale économique. C'était vraiment une négligence, une malveillance pour ceux qui connaissent les effets de la dynamite, qui normalement, dans d'autres endroits, est gardée loin de la population et même sous terre. En se basant sur des témoignages et le nombre de corps extraits des décombres à ce stade, l'ONG Human Rights Watch a estimé ce mercredi que les explosions ont fait bien plus de victimes que les 105 morts
et 615 blessés annoncés par les autorités de la Guinée équatoriale. L'ONG réclame donc une enquête internationale sur leur origine. Pour sa part, Malabo multiplie les appels à l'aide internationale pour faire face aux dévastations humaines et matérielles de ce drame qui survient, selon le président Obiang, en pleine crise économique alimentée par la pandémie de Covid-19 et la chute des prix des hydrocarbures. Une note d'environnement à présent. Les engagements internationaux en matière de lutte contre la pollution se doivent d'être mis en œuvre, mais à l'évidence, le manque de volonté de certains États, mais aussi le fait que le droit international en la matière soit considéré comme un droit mont, rendent l'atteinte de cet objectif plus difficile. Question, comment certains pays tels que la Côte d'Ivoire, le Togo ou encore le Bénin s'en sortent-ils? Élément de réponse dans ce reportage. La prise en compte des enjeux climatiques est essentielle à toute politique qui se veut sérieuse aujourd'hui dans chaque pays au monde. Pourtant, force est de constater que dans la pratique, certains États ou certaines administrations climato-sceptiques peuvent renier ou détruire tout ou partie du travail d'ensemble. S'ensuit donc une pollution effrénée, la faute sans doute au fait que les instruments internationaux sont inefficaces une fois qu'ils sont insérés dans le système juridique de certains États. Ce que j'ai remarqué à travers cette recherche, c'est que d'abord le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, étant des États francophones, ils ont tendance à copier la France. Il se fait que la France a porté l'environnement à un point d'orgue. En Afrique de l'Ouest francophone, le problème se pose aussi avec acuité. Dans des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo, le droit international de l'environnement semble être perçu comme un droit inférieur ou encore séparé. Et avec la protection de l'environnement, nous situons, les États se situent au milieu de deux enjeux contradictoires. Le travailler pour l'industrialisation et le développement de leur pays, je parle des États africains, et en même temps protéger l'environnement. Protéger l'environnement, c'est limiter un peu les prouesses développementalistes et industrialistes. Mais rechercher le développement industriel et assurer le développement économique, c'est quand même nécessaire pour des États dits pauvres. Ce qui fait que ces États se retrouvent alors dans un dilemme. Mon point de vue, c'est cela. Pour moi, aujourd'hui, le droit international de l'environnement est un droit qui est en train de bouger de son statut de droit mou vers un droit dur, mais qui est en cours de chemin. Donc, on doit travailler à ce qu'il devienne véritablement un hard law au lieu d'être un soft law amélioré. Des faiblesses en raison aussi des imperfections de l'ordre juridique international. Cela induit une coopération faible en matière de création de normes, mais aussi une responsabilité internationale qui est incertaine. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur SICA.